s'intitule l'analyse fondamentale. Alors, permettez-moi de vous expliquer quelques nuances et quelques détails sur l'analyse fondamentale. Alors, le fondamental dans ma formation, c'est de modéliser l'économie, c'est de modéliser et de donner des chiffres sur tout ce qu'on a vu auparavant. Ok? Donc, ça me fait rire quand je vois des traders penser que l'analyse fondamentale, c'est l'analyse des news. Non, non, c'est loin de là. C'est modéliser toute l'économie qui est derrière. Ok? Donc, ce chapitre va être entièrement dédié au processus du trading, c'est-à-dire comment je fais, et ça sera à 90% pratique. C'est-à-dire on va commencer comment vraiment faire du trading, ok? Ce que j'ai fait auparavant, c'est de vous préparer à ce chapitre, qui est l'analyse fondamentale. Donc, pour commencer, comment on va aborder ou commencer l'analyse fondamentale. Très bien. Alors regardez dans cette diapo. C'est un entonnoir qui est fait du global macro, analyse sectorielle, analyse du stock. C'est quoi ça? Cette approche, ça s'appelle le top-down analysis. Il y a aussi le down-top analysis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais commencer par le haut, en superficiel, et je vais filtrer jusqu'au bas de l'économie. Et on va commencer avec du global macro. Ensuite, on va un peu se spécialiser. On va rentrer en analyse sectorielle pour faire sortir le stock gagnant ou l'action qui va nous permettre de gagner de l'argent. Ok? Maintenant, dans le forex, on a besoin que du global macro parce que le forex c'est le marché des changes, c'est le marché des devises. Et la devise, on n'a pas besoin de connaître l'action qui est derrière, on a besoin de connaître l'économie qui est derrière. Ok? Donc, on va se spécialiser sur du global macro pour générer l'idée sur le marché du forex et vous allez même être capable et vous allez être en capacité de trader les indices par du global macro aussi. Alors, le global macro est utilisé par tous les grands traders, ok? Sans exception. En passant par Warren Buffett qui fait du trading passif jusqu'à Steve Cohen, jusqu'au Ray Dalio, ok? Alors, c'est quoi le plan de travail? Le plan de travail, c'est simple. On va analyser l'économie d'un pays, en l'occurrence les États-Unis, et on va déterminer est-ce que la pression est inflationniste ou déflationniste. Si elle est inflationniste, ça veut dire on short la monnaie, on vend la monnaie, on achète les actions de cette économie, on achète les matières premières et on short les bons, tout simplement. Et diamétralement opposé, c'est-à-dire en parallèle, si on est en posture déflationniste, on achète la monnaie, on short les actions, on short les commodities et on est acheteur les bons. Ok? Donc, ça, c'est dans une économie normale. Mais vous allez voir que la conjoncture n'est pas toujours la même. Il y a des différences qui se fassent. Alors, ça veut dire quoi une inflation déjà? Je voudrais un peu m'attarder sur la définition de l'inflation. Eh bien, l'inflation, c'est très simple. C'est l'augmentation de la quantité de monnaie. Ok? Inflation, c'est quoi? INF. C'est la quantité de monnaie en circulation qui va augmenter. Alors, cette augmentation de la masse monétaire va se répercuter sur les prix. Alors là, votre rôle ou votre job, c'est un peu difficile, mais vous devez savoir sur quel actif va se répercuter cette masse monétaire. Auparavant, on avait dans les années 70, on avait une inflation sur les matières, sur les prix de détail. Okay? C'est-à-dire, vous allez acheter une baguette de pain à 1 euro, demain, vous allez la trouver à 1,20 €. Dans les années fin 90 jusqu'au 2008, cette masse monétaire
se répercuter sur l'immobilier. Ensuite, on a eu la crise des subprimes. Et aujourd'hui, on a une masse monétaire qui est gigantesque. C'est coût de milliers de milliards qui va se répercuter, à mon avis, et c'est à coup sûr, à 90%, sur les taux de change, c'est-à-dire le forex, le prix des devises. Ok? Donc, pour ne pas vous compliquer la vie, l'inflation, c'est une augmentation de la masse monétaire, basiquement parlant. Ok? C'est l'augmentation des prix. Donc, on revient ici. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Ok. Là, je vais sauter de diapo pour revenir ici. Ok? Regardez cette diapo. Vous voyez bien ces leading indicators ou les indicateurs avancés. Je les ai caricaturés par un train qui va booster l'économie. Alors, c'est quoi leading indicator ou les indicateurs avancés? Eh bien, c'est très simple. Ils sont faits de sondages, de marché des matières premières et des rendements des obligations et de stock market. Dans les sondages, on va trouver en l'occurrence les PMI, les NMI, chose qu'on va étudier dans l'analyse et la modélisation. On a marché des matières premières. Eh oui, il faut savoir que les matières... Moi, je suis par exemple constructeur d'un téléphone mobile. Ce téléphone a besoin d'être construit par des matières premières, en l'occurrence les terres rares. Donc si, imaginons les matières premières augmentent, ça veut dire mon produit final va augmenter de prix. Je vais pas faire face à l'inflation tout seul. Je vais faire augmenter le prix, ça c'est clair. Les rendements et les obligations souveraines, c'est quoi? C'est la dette, c'est le coût de la dette. C'est-à-dire moi je vais ici, attendez, je vais voir ma banque, je vais lui demander de me prêter de l'argent. Donc si le coût de l'argent est à 1%, et je prête à 1% et je vends mon business est à 3%, ben, je suis gagnant. Je remets les 1% à ma banque et je sors avec 2%. Mais imaginez-vous, imaginons que le coût de l'argent est à 2%, que le rendement de mon business est à 2%. Sûrement je vais perdre. Bon, en théorie je ne vais pas perdre. Mais imaginons la masse salariale. Je vais payer des fonctionnaires, je vais payer des impôts, donc je vais être perdant, donc je ne vais pas prêter. Vous comprenez pourquoi je fais ça, rendement des obligations souveraines? On a le stock market, c'est-à-dire sentiment de marché. Est-ce que le marché est bullish ou bearish? Ça, c'est la prédiction. On va prédire quoi avec ça? On va prédire les indicateurs coïncidents ou les indicateurs de confirmation qui vont nous confirmer ce que les indicateurs avancés ont prédit. En l'occurrence, l'inflation ou déflation, l'emploi, employment ou unemployment, c'est-à-dire le taux de chômage. Est-ce que on recrute beaucoup de gens? Parce que si on recrute beaucoup de gens, ça veut dire ces gens ils vont consommer, donc ils vont dépenser de l'argent et donc l'économie va augmenter, va rouler. Le GDP c'est quoi? C'est la quantité de biens et de services produits en laps de temps, c'est-à-dire dans une année. Est-ce qu'on a produit beaucoup par rapport à ces indicateurs avancés ou pas? Et on a la balance of payment. On a vu la balance de paiement, c'était quoi? Ben, c'est notre rapport par rapport à l'extérieur. Est-ce qu'on importe ou on exporte? C'est tout simplement le déficit ou le surplus. Ça, regardez, je l'ai mentionné par un semi-remorque ou un camion. Ça veut dire ces indicateurs sont retardés un petit peu. Ils sont coïncidents. Ça, regardez, c'est le TGV et ça, c'est le camion. Donc nous, toute notre intention va se focaliser sur les indicateurs avancés. Et ensuite, on va les confirmer par ces indicateurs coïncidents. Et en troisième lieu, on a injection ou allègement de deux acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la banque centrale ou le gouvernement. La banque centrale, elle va réagir, regardez ici, réaction par rapport à ce qui a été sorti ici. Donc vous allez suivre les indicateurs coïncidents avec la banque centrale et le gouvernement.
vous allez faire le même boulot que la Banque centrale et le gouvernement. Donc, la Banque centrale, par sa politique monétaire, c'est quoi? C'est le money supply. Money supply, c'est l'injection d'argent, ou l'agrégat, M2. On va le voir. Taux d'intérêt, est-ce que le coût de l'argent, on va l'élever ou on va le baisser? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rendre l'argent cher ou pas cher? Ça, c'est le balance sheet, son bilan. Il faut savoir aussi que faut faire toujours la différence entre un flux. Attendez, j'efface. Il faut faire toujours la différence entre un flux et un stock. Il faut jamais comparer un flux avec un stock. Ok. Un stock, c'est quoi? Basique, hein? C'est une piscine qu'on est en train de la remplir. Ça, c'est un stock. Ok, on remplit la piscine. Par exemple, stock de la dette. La dette, c'est un stock. Flux, c'est quoi? C'est, on va dire, un tuyau. Un tuyau, un tube où l'argent circule. Flux de capitaux, si vous voulez. C'est ça. Donc, ça me fait rire quand je vois les gens comparer un flux avec un stock. Ils ne savent même pas la différence. Il faut toujours, comment dire, comparer un stock avec un stock. Et comparer un flux avec un flux. Vous comprenez? Donc, c'est ça votre rôle. Je reviens ici. Quantitative easing. Quantitative easing, c'est du flux. On injecte de l'argent. Alors, le gouvernement, par contre à lui, il a ce qu'on appelle la politique fiscale. Ici, politique monétaire, ici, politique fiscale. Comment il agit, le gouvernement? Il agit avec les taxes. Soit il augmente les taxes, comme Biden a promis de relever les taxes de 21% à 28% sur les entreprises. Les dépenses publiques, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement va dépenser beaucoup d'argent ou pas? Ensuite, on a le déficit du gouvernement. Est-ce qu'il est déficitaire ou en surplus? Et tout ça va interagir sur l'économie, sur cela. Donc vous allez suivre les prédicteurs, c'est-à-dire la prédiction sur les indicateurs avancés, et vous allez suivre ces deux acteurs, ce que vont réagir par rapport à cela. Ok? C'est ça la modélisation, c'est ça l'analyse fondamentale. Ce n'est pas l'analyse des news. La news, elle va rentrer sur l'analyse fondamentale. Donc. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, the bitch you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.